Dans l'actualité ce soir, à l'occasion ce 20 janvier, fête de l'armée du Mali, ORTN2 vous propose dans ce 19h30 une spéciale édition sur les forces de sécurité et de défense. Ce 62e anniversaire est marqué, il faut le dire, par la dotation des femmes, des équipements de dernière génération, mais également par la remise de plus de 6 milliards aux orphelins et veuves des militaires et surtout par la montée en puissance de l'armée au front. Un seul titre dans cette édition qui se veut spéciale est consacré aux forces de défense et de sécurité maliennes. Merci de nous recevoir chez vous. Très heureux de vous retrouver pour cette édition décalée en raison du Chan. Bonsoir et bienvenue. 1961-2023, cela fait 62 ans que l'armée malienne fête son indépendance, célébrée le 20 janvier de chaque année. Cette journée est pour les autorités actuelles du pays une fierté car l'armée est aujourd'hui dotée des armements de dernière génération pour combattre l'ennemi. À l'occasion de la commémoration de ce 62e anniversaire, le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a donné l'assurance aux Maliens quant à l'engagement des autorités de la transition à assurer la sécurité des populations et de leurs biens. Fatou Diaby. Nous sommes au 34e régiment du génie militaire, où se passe la prise d'armes du 62e anniversaire de l'armée malienne. Dépôt de la gerbe de fleurs pour saluer la mémoire de ceux-là qui ont donné leur vie pour le drapeau du Mali. Défilé des armées de l'air et de terre, ainsi que tout le corps de l'armée. Depuis un moment, des avancées en dotation de matériel militaire permettent aux forces armées maliennes de mener à bien leur mission régalienne. Quand vous regardez dans un passé récent où on avait des difficultés à transporter nos blessés, à ramener les corps pour les enterrer dignement, tout cela est révolu. Voyez-vous, donc on doit vraiment dire Dieu merci et puis merci aussi à nos autorités qui ont mis en tout cas les conditions nécessaires pour nous permettre Le dos de l'ennemi se trouve désormais au mur. Il essaye juste de duper la vigilance de nos femmes en voulant s'aimer le doute et la terreur dans l'esprit de la population. Il y avait des obus qu'on lançait sur des villes. Il y a longtemps qu'on n'entend plus parler de ça. Pourquoi? Parce qu'on a pu en tout cas repousser l'ennemi dans ces recoins. Et puis d'autre part, vous pouvez aussi voir qu'il n'y a plus de casernes qui tombent au milieu de l'ennemi. Mais donc la peur a changé de camp. C'est vrai que cette attitude des groupes armés, cette incursion tout autour de certaines villes-là, ce n'est que des tentatives encore désespérées pour se faire valoir et puis semer la terreur. Mais Dieu voulant, on est là et puis l'engagement il est ferme. Je m'incline devant la mémoire de tous ces voyants soldats tombés sur les champs d'opération pour la défense de la patrie. Je tiens à rassurer le peuple malien de l'engagement et de la détermination des forces de défense et de sécurité à défendre l'ensemble du territoire national jusqu'à la pacification totale. Le président Modibo Keïta et ses compagnons n'ont ménagé aucun effort pour le plein épanouissement de la mère patrie. Je tiens à rendre un vibrant hommage au président Modibo Keïta et tous ses compagnons d'élite qui ont été les vrais artisans de la création de l'armée malienne. Aussi souhaiter une bonne fête de l'armée à toutes les Maliennes et à tous les Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur. Aujourd'hui, le souci principal du peuple malien est la restauration de la sécurité sur l'ensemble du territoire national. Et on a coutume de dire que la paix n'a pas de prix, mais elle a un coût. Merci au grand peuple pour tous ces sacrifices consentis et merci au peuple malien pour la résilience. C'est ces sacrifices consentis qui nous ont permis aujourd'hui d'acheter tous ces matériels. La paix n'a pas de prix, mais un coût. Et ce coût, les femmes sont prêtes à payer avec leur sang pour le Malikoura. Des hommes et des femmes ont décidé de défendre notre patrie au péril de leur vie. Ils plaquent tout et partent au front en laissant derrière eux veuves, femmes et enfants. Alors comment vivent les familles des militaires partis au front? Comment est-ce que leurs femmes arrivent-elles à supporter leur absence? Notre reporter Moudibou Sidibé est allé à la rencontre d'une famille dont le chef est au front. Suivons ensemble.
Nous sommes ici à Djikoroni-Para, au camp des commandos parachutistes. Ici vivent Aïssata Binama et ses 5 enfants. Aïssata est l'épouse du lieutenant Lassana Keita, militaire aguerri qui effectue actuellement une mission à Mourdia dans les cercles du Nara. Depuis 1993, cet officier participe à toutes les opérations de sécurisation du pays. Une fois qu'il m'a dit qu'il va au nord, j'ai beaucoup pleuré. Mais il m'a dit de me rassurer, que c'est son devoir de servir la nation. Ce n'est pas sa première mission. Il a été au nord, à Gao et à Tombouctou. J'ai fait 6 maternités, 3 garçons et 3 filles. J'ai perdu un garçon. Il a seulement assisté à 2 de mes accouchements. Sinon le reste, c'était à son absence. Avoir un mari ou un militaire au front, c'est un sentiment de vivre toujours dans l'angoisse et le stress permanent. Bon, on communique chaque fois, mais souvent on peut faire des mois quand il est dans des zones sans couverture réseau. Très difficile de dormir dans ces conditions. Quand j'entends qu'il y a eu des attaques, c'est vraiment difficile. Et pour moi et pour les enfants. Des fois, de retour de la ville, tu vois les bâches installées, t'es pas rassuré. C'est vraiment stressant. Souvent isolées, seules et surtout patientes, les épouses des militaires au front font l'objet parfois de certaines critiques. Vraiment pas facile d'être l'épouse d'un militaire. Cela demande beaucoup de sacrifices. Pour combler l'absence périodique du père, la famille Keita fait de l'union sa force. Madame Keita Aïssata Binama assure le quotidien et l'éducation des enfants. Je donne beaucoup de conseils à mes enfants. Je leur dis qu'à l'absence de leur père, ils doivent bien se comporter. Et surtout, je leur dis d'apprendre. Je leur dis aussi de ne rien faire qui pourrait faire mal à leur père au front. On cause beaucoup, on danse entre nous et souvent même on organise des misses pour nous distraire. Cela ne fait aucun doute que le lieutenant Lassana Keita manque à sa famille. D'ailleurs, Madame Keita nous dévoile ici ce qui lui manque en particulier chez son mari. Nos petites querelles, ils aiment trop ça. Quand ça ne va pas au boulot seulement, nous les femmes, on le sent. Passer beaucoup de temps sans voir mon papa me fait beaucoup de peine. Souvent, on est angoissé quand on n'arrive pas à communiquer avec eux. Les soirs, on causait aux côtés de ses moutons. C'est ce qui me manque chez lui. Et au lieutenant Keita d'évoquer sa nostalgie. C'est normal. En tant que chef de famille, le fait de quitter sa famille pendant un certain temps amène la nostalgie. C'est normal. En l'absence de son mari, Madame Keita n'a jamais failli à ses tâches ménagères, avec l'aide bien sûr de ses enfants. Je lui dis de prendre soin de ses compagnons. Il me semble que c'est lui le douanier. Je lui demande vraiment de prendre soin des jeunes, surtout au plan psychologique. Bon, ça c'est pour la rassurer, le fait qu'ils me voient me passer chaque fois. C'est pour les rassurer, je suis leur père et leur espoir. Leur désir, c'est de me voir à tout moment ou avoir de mes nouvelles. Cela les rassure et moi également, cela me met à l'aise et me permet d'assurer pleinement ma mission. Bon, ne fana beaucoup de nouvelles, ça me met à l'aise aussi et puis ça me permet de continuer à mission. La famille Keita souhaite très bonne fête à l'armée malienne. Nous le voyons tout le temps sur les épaules des militaires et des paramilitaires. Il s'agit des galons qui désignent le grade d'un soldat. Si avant les galons venaient de l'extérieur, figurez-vous qu'il existe aujourd'hui plusieurs jeunes qui fabriquent des galons ici au Mali. Parmi eux, un ressortissant de l'Institut national des arts nommé Monzon Konaté. Monzon évolue avec une dizaine de jeunes dans une entreprise plus ou moins prospère. Une de nos équipes de reportage, dirigée par Awa Kamara, est allée à sa rencontre.
Signe distinctif des grades, les galons représentent beaucoup pour les militaires. Leur fabrication reste alors une activité lucrative pour de nombreuses personnes, particulièrement pour ce jeune du nom de Monzon Konaté qui a décidé de s'y consacrer après avoir rendu un service particulier à l'un de ses amis militaires. J'ai commencé depuis 2004-2005. J'avais un ami là qui a perdu son galon. Il a amené, je défais les galons et après j'ai cherché les différents articles, les différentes matières pour les galons. La confection des galons s'est fait soigneusement et minutieusement, nous confie Monzon et son équipe. On colle les tissus et il y a des différentes tailles pour faire les galons. C'est ce qu'on utilise pour tracer ces tissus-là. Et après, les traces, on l'amène chez les tailleurs. Mon travail, c'est de coudre les tissus en suivant les traits tracés dessus. Moi, je brode les motifs sur les tissus. Ensuite, je les envoie au montage. Le montage consiste à coller les signes distinctifs et les bandes sur les galons. Pour ce faire, nous utilisons des types de colle. Des couleurs aux symboles, en passant par le nombre de bandes sur les galons, tout a une signification précise. Pour les gardes, leur fond c'est marron. Pour la gendarmerie, ça c'est vert. Pour l'armée de l'air, ça c'est couleur bleue. Il y a 3 corps qui portent fond noir. Il y a la police, il y a la douane, il y a l'administration pénitentiaire. Pour les paramilitaires, leur fond, c'est blanc. Souvent, c'est argenté. En dépit de cette maîtrise des galons, Monzon est aujourd'hui confronté à des difficultés, parmi lesquelles la lenteur du marché et l'approvisionnement en matières premières. C'est pas facile de trouver les matériaux. Pour les insignes, si c'est pas maintenant, à l'époque, on ne trouve rien au marché. La majorité de mes marchés, ça vient de la Guinée et les Togo. Tout ce que moi je peux dire à l'État malien, aider les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes au Mali qui savent faire beaucoup de choses. Monzon Konaté emploie une dizaine de personnes dans son entreprise. Il contribue ainsi, à sa modeste manière, à la réduction du nombre de jeunes au chômage dans notre pays. Direction la nouvelle région de Nara, où la situation sécuritaire s'est considérablement améliorée ces derniers temps. Il y a quelque temps, certaines parties de Ouagadougou étaient devenues presque inaccessibles et les terroristes régnaient en maître. Les populations locales souffraient le martyre en attendant la délivrance. Délivrance qui est arrivée grâce aux efforts des autorités de la transition en matière de sécurité. Nos reporters, Abdoulaye Sako et Djili Makan-Kouyaté, qui ont sillonné la région jusqu'à la frontière avec la Mauritanie, nous font un zoom sur la situation sécuritaire de Nara. Suivons ensemble. Nara, localité située à plus de 370 km de Bamako, est connue pour sa richesse culturelle, ses courses de chevaux et le goût prononcé de ses habitants pour l'agropastoral. Des potentialités qui font la fierté de la région sur le plan national et international. Dans un passé récent, ces identités ont failli disparaître sous le poids de l'insécurité caractérisée par des attaques terroristes. La zone faisait peur et s'y rendre était la croix et la bannière pour les autorités, a fortiori la population civile. Mais cette situation de déliquescence appartient désormais au passé, car la donne a changé sur le terrain, nous confient ceux qui ont vécu la situation dans leur chair. Entre 2020 et 2021, il y a eu plus de 32 enlèvements de véhicules ici à Nara. Ce qui veut dire que ça n'allait pas du tout. Mais Dieu merci, aujourd'hui, ça vaut plus d'une année, on n'entend pas parler d'enlèvement de véhicules. Il y a eu une amélioration. Mais nous demandons toujours à nos forces armées et de sécurité de tout faire pour que la région de Nara puisse être totalement sécurisée. Les femmes même avaient des difficultés pour aller dans les marchés. Bon, il y a eu même parfois des attaques perpétrées. Et les femmes ont été vraiment victimes de ces attaques-là. Mais présentement, les femmes vont à leur affaire. Bon,
la sécurité est vraiment à Nara aujourd'hui. La stabilité qui règne actuellement dans la nouvelle région est le fruit des efforts des forces de défense et de sécurité. Régulièrement, des patrouilles sont organisées. Sur le terrain, aucun détail n'est laissé au hasard. Tout est mis en œuvre pour débarrasser le Ouagadougou des ennemis de la paix. Donc, vu notre posture, donc nous veillons aujourd'hui à la patrouille, nous partons à leur recherche même, ce qui fait qu'aujourd'hui, ils essaient de s'éloigner de nous. Mais ils procèdent à la pose des mines, qui fait que chaque fois que nous partons en patrouille ou en escorte, nous essayons d'éviter le plus possible que les mines. Puis souvent, nous faisons des missions avec l'appui de l'avion. Nous demandons à la population d'avoir confiance en nous. Et sans eux aussi, nous avons besoin beaucoup de renseignements et pour connaître la position des gardes. Quand vous dites aux gens de venir à Nara, ils pensent qu'à Nara, il n'y a même pas de vie. La réalité, c'est tout autre chose. Tout ce que nous pouvons demander à la population, c'est de quand même être des partenaires. Il faut qu'ils s'impliquent dans la prise en charge de leur propre sécurité. Cela passe par au moins la fourniture des renseignements et tout ce qui s'ensuit. Malgré quelques attaques sporadiques, il est possible aujourd'hui pour le chef de l'exécutif régional de se rendre dans des localités comme Binéou-Niakate, à quelques kilomètres de la frontière avec la Mauritanie. Et son dernier voyage à Balé pour les journées culturelles et sportives en est l'illustration parfaite. Tous les pans du tissu économique dans la région avaient senti cette situation d'insécurité. Avec la montée en puissance des FAMA, et un grand ratissage a été organisé par les forces de défense et de sécurité à travers l'opération Keleti, qui a vraiment nettoyé la zone. Et aujourd'hui, nous pouvons dire sans nous tromper que la région retrouve sa stabilité. À Nara, la vie reprend son cours normal. Debout sur les remparts, les hommes du camp Mohamed Ould Issa, comme un peu partout à travers le pays, ont décidé de faire le sacrifice ultime pour leur pays, à savoir ignorer la mort dans la défense de leur patrie. À l'instant, le reportage signé Abdoulaye Sako et Djili Makandiabati. Le gouvernorat du district de Bamako a servi de cadre d'échange pour les légitimités traditionnelles et autorités administratives. Après l'instauration de la journée des légitimités traditionnelles par le colonel Assimi Goïta, les autorités traditionnelles viennent ainsi témoigner leur reconnaissance aux autorités de la transition. Cette action s'inscrit dans le cadre de la commémoration du 62e anniversaire de l'indépendance de l'armée malienne. Saloum Konaté. À travers ce cadre d'échange avec les autorités administratives, les légitimités traditionnelles témoignent de leur reconnaissance aux autorités de la transition. L'initiative s'inscrit dans le cadre de la célébration du 70e anniversaire de la création de l'armée malienne. En ce jour solennel, mémoriel et mémorable, de vous présenter les vœux de reconnaissance et de nouvelle année 2023 de la coordination des chefs de quartier et conseillers des 68 quartiers du district de Bamako, à travers elle les vœux des 10 000 chefs de village, 664 chefs de fraction, 8 223 chefs de quartier qui viennent de bénéficier de l'attribution des insignes distinctifs du drapeau national et des certificats de reconnaissance légale. Le président de CRI 2002 a salué le président de la transition pour avoir conféré aux légitimités traditionnelles le statut de leur reconnaissance légale, démocratique et républicaine au Mali. C'est une vision du président Modibo Keïta qu'il a dit lors d'une allocution sur Radio Mali, pratiquement le 1er octobre 1961. Il dit qu'il n'y aura aucun régime viable dans notre pays si ce régime ne repose sur le village. Ceci est extrêmement important. Je suis heureux parce que, comme on le dit, le bien-être il est individuel, alors que le bonheur il est collectif. C'est tous les Maliens qui sont aujourd'hui dans le bien-être, le fait qu'on ait reconnu ces légitimités traditionnelles et que ces jeunes qui sont aujourd'hui au pouvoir comprennent qu'il ne peut rien avoir de viable dans notre pays si on ne restitue pas l'État aux citoyens. Cette initiative des légitimités traditionnelles, les chefs de quartier du district de Bamako
est belle et salutaire, et surtout en ce jour du 20 janvier. Le peuple malien commémore aujourd'hui le 62e anniversaire de la création de son armée, appelée les Forces Fama. Auparavant, une minute de silence avait été observée à l'endroit de toutes les victimes militaires et civiles de la crise. Et puis, avant de nous quitter, le rapport journalier sur la pandémie de Covid-19 dans notre pays, ce jour 20 janvier 2023, sur 2 cas positifs, dont 0 cas non communautaire, 0 guéris, 0 décès, ont été enregistrés sur 200 tests, sur 206 tests réalisés. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. Voilà, c'est l'essentiel qu'il fallait retenir de cette édition. Et de cette édition spéciale de ce soir, spéciale 20 janvier bien entendu de ce soir. Merci de l'avoir suivi. Paix, amour et santé sur vous en cette fête de l'armée. Très bonne soirée à tous et à demain avec le même plaisir, Inch'Allah.